Cours C4 036 Besoins nutritifs des animaux à l'échelle des organes puis des cellules. Les organes, les tissus, les cellules consomment du dioxygène et des nutriments. On se propose de résoudre le problème suivant. Chez les animaux, quels sont les besoins nutritifs des organes et plus spécialement des cellules, donc à l'échelle des cellules. Donc c'est-à-dire qu'on situe le problème à l'échelle des organes dans un premier temps, puis nous verrons à l'échelle des cellules dans un second temps, sachant que les organes sont constitués de cellules. Les consignes, après avoir observé et compris le montage expérimental présenté dans un document, donc montage expérimental prévu afin de mettre en évidence le besoin d'un organe en dioxygène, montrer que cet organe, tel que le muscle, dans d'autres documents en fait, consomme du dioxygène prélevé dans l'air et du glucose issu de l'alimentation. Déduire ensuite dans un autre document donc de la comparaison de deux observations microscopiques les besoins en glucose des tissus et des cellules, puis expliquer enfin dans un autre document ce que deviennent ce dioxygène et les nutriments, comme par exemple le glucose, dans les cellules. La compétence travaillée, donc ce sera si possible utiliser un outil, des outils numériques, utiliser des logiciels d'acquisition de données, donc de simulation également, et utiliser des bases de données également. Alors commençons par regarder les documents. Premier document, nous voyons un dispositif Exao, c'est-à-dire un dispositif d'expérimentation assisté par ordinateur. Ce dispositif va permettre de suivre la teneur en dioxygène de l'air dans une enceinte qui va contenir un muscle frais d'animal. Et la même expérience est réalisée, mais sans organes. Donc ce sera l'expérience témoin. Alors, les deux autres documents nous présentent les résultats de mesure. Alors, notamment le premier document, enfin le second document, tandis que le troisième sera plus consacré à la teneur en glucose qui n'a pas été mesurée dans l'enceinte évidemment, puisque dans l'enceinte on a mis une sonde qui mesurait la teneur en dioxygène, donc dans cette enceinte qui était un bocal en fait, dans lequel on avait mis du muscle frais, un muscle frais. Donc par exemple un morceau de viande fraîche. Bon. Donc on mesure la teneur en dioxygène dans cette enceinte, donc dans ce bocal, qui est fermé hermétiquement. Donc ce bocal possède une sonde qui est reliée à un dispositif qui va permettre de mesurer les résultats de cette teneur en dioxygène en fonction du temps. Alors, dans l'expérience témoin, c'est-à-dire l'expérience dans laquelle on n'a pas mis de muscle, c'est-à-dire dans l'enceinte qui était vide, on constate que la teneur en dioxygène était de 21% au temps T0 et qu'au bout de 24 minutes, on avait toujours ces 21%. Donc si on interprète le résultat, ça veut dire que la teneur en dioxygène est constante et c'est normal parce que le bocal est enfermé hermétiquement, la quantité de dioxygène reste constante, elle ne s'en va pas, elle n'est pas utilisée par quelque chose comme par exemple le muscle. Donc la teneur est constante, on vérifie bien que rien n'utilise le dioxygène. Et dans l'expérience avec le muscle frais, on s'aperçoit que cette quantité de 21% au départ, donc sur une deuxième courbe, on s'aperçoit que cette quantité diminue tout doucement à mesure que l'on s'approche des 24 minutes. Donc ça veut dire qu'un muscle inactif, que l'on met simplement dans une enceinte, prélève du dioxygène. Alors pourquoi? Évidemment, nous pensons que ce dioxygène va aller dans les cellules musculaires. À quoi il va servir? Nous en parlerons un petit peu plus tard. Donc voilà pour le dispositif Exao qui a permis de voir que dans un muscle frais, la quantité de dioxygène diminue dans ce sens que le muscle va utiliser, enfin du moins prendre ce dioxygène, sans doute dans ses cellules musculaires.
Le troisième document nous montre la teneur musculaire en glucose de réserve en fonction du temps. Alors le temps va de 0 à 7 heures. Alors ce temps est divisé en deux parties. Pendant 5 heures, un organisme va faire un effort physique. Donc un homme, une femme, un enfant fera un effort pendant 5 heures. Pardon. Et de la 5e heure à la 7e heure, ce sera un temps de repos. Au cours de l'effort physique, la teneur en grammes de glucose par kilo de muscle est de 23, on va dire, 22-23 à peu près. Et au bout des 5 heures, la teneur n'est plus que de 4 grammes de glucose par kilo de muscle. Donc, sachant que on voit que la courbe diminue régulièrement, ce qui forme presque une droite en fait. Donc ça veut dire que la consommation pendant l'effort physique elle est relativement constante et qu'elle diminue énormément. Ensuite, la courbe est une droite qui augmente régulièrement la valeur, qui passe de 4 au bout de 5 heures à 7 grammes de glucose par kilo de muscle. Ah, le jour où il n'y aura pas de microbes, on sera tranquille. Donc, si on veut interpréter ces résultats, eh bien, on dit que au cours de l'effort musculaire, du glucose a été consommé. Alors, comme l'effort musculaire concerne les muscles, on suppose que le glucose a été utilisé par les muscles. Mais bon, le glucose n'est peut-être pas utilisé que par les muscles. Et au repos, donc on s'aperçoit que la teneur réaugmente. Ça veut dire que les muscles sont réapprovisionnés en glucose d'une manière qu'on ne va pas expliquer ici. Donc si on fait le bilan de ces trois premiers documents, le dispositif Exao a permis de mettre en évidence le fait que du dioxygène entre dans les muscles. Dans le troisième graphe, donc dans le deuxième graphe, c'est ce qu'on voyait, dans le troisième graphe, on s'aperçoit qu'au cours de l'effort musculaire, du glucose est consommé. Donc on pense que du dioxygène et du glucose arrivent de ce fait-là dans les cellules musculaires. C'est le deuxième document qui nous montre que le dioxygène arrive dans les muscles. Le troisième document nous montre que le glucose est consommé. Mais d'un sens que ce soit le deuxième ou le troisième graphe, on coordonne les choses de manière à dire que du dioxygène et du glucose entrent dans les cellules musculaires. Alors, pour conforter un petit peu cette idée de consommation de glucose au cours de l'effort, on nous présente dans un autre document des coupes microscopiques donc à l'échelle cellulaire. Donc on nous montre ces cellules, les cellules d'un muscle en fait. Et on nous dit que dans la légende que alors ces cellules sont colorées, hein, il y a un colorant spécial et qui apparaissent violettes, rose-violette sur le schéma, sur la photo de la préparation microscopique, et ça nous montre que plus la coloration est intense, donc plus c'est un violet rose intense, plus il y a de glucose. Et moins cette couleur est importante, moins il y a de glucose. Or, on constate qu'avant l'effort, toutes les couleurs de muscles sont très intenses, toutes les couleurs la couleur des cellules musculaires est très intense, alors qu'après l'effort, cette couleur a pratiquement disparu, même si elle subsiste encore un petit peu. Donc ça sous-entend que avant l'effort, il y avait beaucoup de glucose en place, et après l'effort, il n'y en avait plus. Donc on en déduit, très logiquement, que pendant l'effort, du glucose a été utilisé, ce qui conforte ce que l'on avait vu dans le troisième document, comme quoi, au cours d'un effort, du glucose est consommé. Donc là, on voit bien que la consommation se fait au niveau du muscle. Ensuite, un schéma d'interprétation nous permet de finaliser ce que l'on vient de dire. Donc, on nous représente un muscle. Le muscle, c'est un organe constitué par des cellules musculaires.
Au cours de l'alimentation, ces cellules musculaires vont de manière indirecte, donc grâce au sang qui va circuler, être approvisionnées en nutriments tels que le glucose, donc le glucose dont nous avons parlé avant. Au cours de la respiration pulmonaire, le sang va s'enrichir en dioxygène qui va être, donc ce dioxygène va arriver à un moment ou à un autre dans les cellules musculaires. Donc cette cellule musculaire contient à la fois des nutriments, alors exemple le glucose, et du dioxygène. Il va se passer quelque chose entre les deux, on appellera ça une oxydation, c'est-à-dire que le dioxygène va oxyder le glucose pour faire quoi? Eh bien pour produire de l'énergie. Cette énergie va servir à quoi? Eh bien à faire vivre la cellule musculaire, c'est-à-dire à la faire fonctionner. Alors plus il y aura d'énergie produite, plus la cellule musculaire va pouvoir travailler. Si par exemple on fait une activité physique, eh bien l'oxydation du glucose par le dioxygène est plus intense. Donc ça permet de produire plus d'énergie, donc ça permet de fournir plus d'efforts. Alors en parallèle à la production d'énergie, cette cellule musculaire évacue deux déchets, l'urée d'une part, qui sera éliminé par le rein grâce à la filtration le rôle du rein en fait c'est de filtrer le sang, et dans la filtration du sang, l'urée sera éliminée du système sanguin pour passer dans l'urine en fait, qui sera elle-même éliminée à l'extérieur. Et deuxième déchet produit par la cellule lors de la production d'énergie, c'est-à-dire lors de l'oxydation du glucose, eh bien c'est la production de dioxyde de carbone, le CO2, donc qui est un déchet qui sera éliminé par la voie pulmonaire au cours de l'expiration. Donc voilà, une cellule musculaire très active lorsque la personne est en effort, une cellule musculaire au repos qui accumule du glucose lorsqu'elle n'est pas en effort, mais qui en utilise un petit peu pour pouvoir vivre. Voilà ce que l'on pouvait dire des documents. Alors, on rappelle le problème, c'était chez les animaux, quels sont les besoins nutritifs des organes à l'échelle des cellules. Donc pour y répondre, globalement, il y avait une consigne à respecter. Mais globalement, on peut dire tout de suite que les besoins nutritifs des organes, c'est à la fois des nutriments et de l'oxygène. Avec comme exemple de nutriments, on a pris le glucose. Donc, la cellule utilise le glucose et le dioxygène pour pouvoir vivre. Donc en produisant de l'énergie et en rejetant les déchets, évidemment. Donc ce que l'élève pouvait écrire, c'est que donc il fallait observer et comprendre le montage hexao et mettre en évidence le besoin en dioxygène d'un organe tel que le muscle. Donc le montage a permis d'observer et de comprendre que l'évolution de la concentration en dioxygène en fonction du temps diminuait, ce qui permettait de penser que le muscle en fait prend ce dioxygène. Donc le muscle qui n'est pas actif, donc qui est au repos, il prend du dioxygène. Donc on imagine que ce dioxygène va rentrer dans les cellules musculaires et puis attendre que du glucose arrive. Ensuite, il fallait montrer que le muscle consomme du dioxygène et du glucose. C'est ce qu'on a vu dans les deux graphes là. On a vu que du glucose est bien prélevé par le muscle et du glucose, donc de l'oxygène est bien prélevé par le muscle et du glucose est bien utilisé, en tout cas, puisque sa teneur diminue au cours de l'effort, donc est bien utilisé au cours de l'effort physique. Et ensuite, il fallait déduire de l'observation microscopique les besoins en glucose des tissus et des cellules, donc à l'échelle, on a dit, des muscles, mais à l'échelle de la cellule musculaire. Donc on a bien démontré que la cellule musculaire, en fait, elle prend, donc elle accumule du glucose au cours de sa phase de repos, donc avant l'effort. Au cours de l'effort, ce glucose est utilisé pour produire de l'énergie en rejetant deux déchets, donc l'urée et le CO2. Et cette cellule, ainsi, peut fournir un effort. Si une cellule fournit un effort, bon, ce n'est pas suffisant, mais si l'ensemble des cellules du muscle fournit un effort, alors le muscle peut travailler. Par exemple, quelqu'un peut courir en utilisant les muscles de ses jambes.
Enfin, il fallait expliquer ce que deviennent le dioxygène et les nutriments. Eh bien, nous venons de le dire. Le dioxygène oxyde un nutriment qui est par exemple le glucose pour produire de l'énergie. Et ainsi, le corps peut soit rester au repos et ne pas consommer trop de glucose, soit être en activité et consommer beaucoup de glucose qui sera oxydé par autant de molécules de dioxygène, évidemment. Donc au niveau des connaissances, on a parlé de nutrition et d'organisation fonctionnelle à l'échelle de l'organisme, des organes, des tissus et des cellules, en ce sens que la nutrition concerne aussi bien l'alimentation que la respiration pulmonaire, qui permet de faire rentrer du dioxygène dans le sang via les cellules, et l'alimentation qui permet de mettre en réserve du glucose, par exemple, qui servira dans les cellules musculaires pour produire de l'énergie. Et donc ainsi, on comprend bien que chaque cellule étant indépendante, elle assure sa propre production énergétique, et dans le sens où les cellules forment, un ensemble de cellules forment un organe entier, donc un tissu en fait, un tissu musculaire, admettons, eh bien, un ensemble de cellules vont pouvoir travailler ensemble pour faire que l'organisme, selon ses besoins, va pouvoir fournir un effort tel que courir ou toute autre activité, courir, faire de la natation, du tennis, du football, etc., etc. Voilà, le cours est terminé. Merci.